Merci beaucoup, mon cher Guillaume, pour toutes ces bonnes nouvelles et ces cartes qui s'éclairent en jaune. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce LCI Midi. Je vais demander à mes experts de venir me rejoindre. Xavier de Giacomoni, Aline Lebaille-Crémer, le général François Chauvency et Arthur Königsberg. Bonjour général, merci. Votre place vous attend. Merci à tous. On va se poser cette question. Est-ce que Vladimir Poutine est vraiment devenu fou ou est-ce que le président Donald Trump a ouvert les yeux? Prise de conscience tardive, déception face au chef du Kremlin qui le balade ou alors une nouvelle façon d'annoncer un retrait des Américains du dossier. Vous écouterez également le président Emmanuel Macron qui a eu ce matin le président américain, visiblement quand même très courroucé par ce qui s'est passé. Il faut dire que pendant ce temps-là, tout ce week-end et ce matin encore, la Russie a frappé l'Ukraine comme jamais depuis le début de cette guerre. Plus de 900 drones et missiles ont été envoyés. Voilà ce que écrivait le président américain cette nuit sur son réseau social. J'ai toujours eu de très bonnes relations avec Vladimir Poutine. Mais quelque chose lui est arrivé. Il est devenu complètement fou. Il tue inutilement beaucoup de gens. Et je ne parle pas seulement de soldats. J'ai toujours dit qu'il voulait toute l'Ukraine, pas seulement une partie. Et peut-être que cela se révèle juste, mais s'il le fait, cela mènera à la chute de la Russie. Vous avez eu la version texte, maintenant voici la version son, tout simplement parce que dans cette matinée, décalage horaire oblige, le président américain n'est jamais redescendu d'une forte colère contre son ex-ami, on va l'appeler comme ça, Vladimir Poutine. Écoutez. Je ne suis pas satisfait de ce que fait Poutine, il tue beaucoup de gens. Je ne sais pas ce qui lui prend. Je le connais depuis longtemps, je me suis toujours bien entendu avec lui, mais il lance des missiles sur des villes et tue des gens, et ça ne me plaît pas du tout, ok ? On est en pleine discussion où il tire des missiles sur Kiev et d'autres villes, ça ne me plaît pas du tout. Il lui prend tout simplement, Xavier, que Poutine fait du Poutine. Et que peut-être que Donald Trump vient de s'en rendre compte. Il vient de s'en rendre compte, même si on a assisté effectivement à une des attaques les plus foudroyantes, les plus violentes de cette guerre. Là, Trump commence à toucher du doigt que Vladimir Poutine veut aller jusqu'au bout de cette guerre. Et ce qui est intéressant, c'est quand il dit « je savais ». Qu'il voulait prendre toute l'Ukraine. Il n'a jamais dit ça. Il vient juste de s'en rendre compte que le danger était bien plus large que ce qui était en train de se passer et ce qui était l'objet des négociations que les Américains ont essayé d'avoir avec les Russes. Trump a peut-être compris qu'il n'était pas du tout temps, ni possible, de négocier, même en lâchant tout dès le départ, avant même de commencer à discuter. Alors vous verrez que ce terrain donne peut-être espoir aux Européens pour le moment. Emmanuel Macron, qui a eu longuement Donald Trump il y a quelques heures, demande à ce que les sanctions soient communes entre l'Amérique et les États-Unis. Tiens, d'ailleurs, je vous ai demandé de vous renseigner sur ce qui est peut-être une réalité, mon cher Xavier. Depuis ces sorties du président américain, il semblerait que la bourse de Moscou est largement dévissée. Oui ? La bourse de Moscou a dévissé dans son ensemble de 1,6, donc le chiffre n'est pas non plus extraordinaire. On a notamment sur l'énergie des baisses très fortes, notamment sur Gazprom, 3,5% de moins, une perte de 100 milliards de roubles, ce qui équivaut à 1 milliard d'euros. C'est un signe, parce qu'on sait que Moscou se félicitait de cette amitié. Alors on verra comment ça se passe dans la journée, mais c'est important. En général, comment vous interprétez cette sortie du président américain, cette prise de conscience, pour l'interrogation? Moi, je vais reprendre la phrase ou l'interview complète, parce qu'il attaque aussi Zelensky d'une autre manière, dans le même. Donc en fait, il tape sur les deux. On retrouve la situation précédente où je tape sur les deux, je ne suis pas content avec lui, je ne suis pas content avec l'autre, mais je ne prends pas de sanctions. Moi, c'est un peu le sentiment. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il va prendre des sanctions. Ce qui vous manque, ce sont les sanctions. Soyons clairs, ça fait des semaines qu'on en parle. Ça fait des semaines qu'on dit il faut des sanctions du côté américain. Du côté américain, on voit qu'elle n'émerge pas alors qu'elle avait une opportunité unique. On ne va pas me dire que c'est pas pris dans un classeur. Il suffit de sortir les sanctions. Il y a des sénateurs républicains qui ont commencé à préparer des sanctions, menées par Lindsey Graham, notamment. C'est peut-être la réponse de Trump aussi à ses troupes, qui notamment vont jusqu'à 500% de droits de douane sur la Russie, ce qui est une méthode efficace. Là, ça bloque tout le commerce. 500% sur quoi ? Qu'est-ce qui arrive aux États-Unis ? Il faut être sérieux, quoi. Là, c'est pas très sérieux. On est dans l'affichage, et en fait, pour moi, le sentiment que j'ai dans cet entretien, cette interview, c'est qu'en fait,
Trump se dédouane, il met la faute sur les deux autres. Et dit que finalement, puisque c'est pas évoqué, les sanctions sont peut-être pas à l'ordre du jour, et que malgré les aspirations des uns ou des autres, il n'y aura rien de plus. Et moi, je pense un peu ce que d'ailleurs vous avez peut-être dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, on sent quand même que petit à petit, Trump a envie de se désengager de ce problème. Maintenant, rien n'est jamais acquis avec Trump. C'était une des troisièmes hypothèses que j'avais émises sur cette sortie. Je vous écoute. Enfin, traiter quand même, merci général, traiter quand même le président russe après l'avoir encensé, dit que c'était un good guy, quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance, et là le traité d'idiot. Bon, il y a quand même ou de fou, il y a quand même un pas. Oui, non mais pas. Oui, il y a un pas, mais c'est surtout, on sent un Trump complètement humilié par la séquence de ce week-end et les bombardements massifs russes sur l'Ukraine, les plus massifs depuis son retour à la Maison-Blanche. Mais effectivement, je rejoins parfaitement le général. On ne peut pas se contenter de la première partie du texte de Trump ou de cette déclaration de ce matin. C'est-à-dire, effectivement, au début de son texte, il attaque Vladimir Poutine. Mais dans la partie d'après, il s'en prend directement à Volodymyr Zelensky en disant qu'il ne rend pas du tout service à l'Ukraine et à son pays. Donc on sent vraiment, et ça depuis, en vérité, la semaine dernière, même il y avait des déclarations la semaine dernière où on sent la volonté de Donald Trump de se désengager de ce conflit. Alors, puisque vous parlez... pour qu'on soit tous raccords, je vais vous faire écouter ce qu'a dit Donald Trump, également du président Volodymyr Zelensky. Comme ça, on pourra continuer notre débat dans une forme d'égalité. C'est parti. Le président Zelensky ne rend pas service à son pays en parlant comme il le fait. Tout ce qui sort de sa bouche crée des problèmes. Je n'aime pas ça, et il ferait mieux d'arrêter. Bon, voilà, c'est dit. Là, on peut commencer. Alors, oui, mais justement... Oui, mais justement, il répond à Volodymyr Zelensky qui lui a reproché son silence, et qui était validé comme une forme d'impunité à l'endroit de Vladimir Poutine, ce qui est complètement vrai. Ce qui se passe aussi aux États-Unis, c'est que là, il y a aussi, et on va le savoir très vite, ce qui va se passer dans les actes, au-delà des mots de cette déclaration, ce qui va compter sur les actes, c'est qu'il y a 81 représentants au Congrès qui ont rallié la proposition bipartisane de sanctions qui quand même devrait faire du mal à la Russie, si je puis me permettre ce bémol. Il s'agit de sanctions directes, indirectes, notamment sur les pays importateurs de gaz, de pétrole, d'uranium russe et autres produits. Donc en fait, ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement sensible pour les Russes. Si enfin, ça passe au Congrès et 81 représentants sur 100, en fait, c'est énorme. Il y a aussi l'opinion aux États-Unis qui est en faveur de l'Ukraine, de l'armement de l'Ukraine. Donc il y a tout ça. Il y a beaucoup une partie. Une majorité. Je ne sais pas. Si, nous on sait. Si. Je suis assez d'accord avec Aline. Il y a une majorité qui reproche à Trump de ne pas en faire plus. En fait, il y a des forces. Et en effet, pour rejoindre Arthur, ce qui s'est passé ce week-end a quand même exacerbé ce mouvement d'opinion plutôt favorable à l'Ukraine. Donc il est obligé de dire quelque chose. Il y a beaucoup de représentants qui se sont exprimés ces derniers jours sur la question de Poutine qui balade l'administration à Washington. Donc il est obligé quand même de faire un petit peu machine arrière en expliquant qu'il avait tout compris depuis le début et qu'il va peut-être se fâcher. Maintenant, ce qui est un peu stressant pour les Ukrainiens, c'est qu'il y a toujours un si, en fait, dans sa phrase. Le si, c'est Zelensky. Et c'est un gros si, pardonnez-moi. Non, le si sur les sanctions, oui, aussi. Oui. Mais le si... Non, mais Poutine la première déclaration... Sur Poutine, sans Zelensky, le débat sur ce plateau serait autre, on est d'accord. Même dans sa première déclaration, le si qu'il y a, même dans sa première déclaration, si Poutine va continuer, si Poutine veut continuer à détruire, oui, la réponse est oui. Donc maintenant, il faut sanctionner. C'est ça que disent les Ukrainiens. Mais il n'y a plus de si possible. Vous avez raison de le souligner, on a toujours le sentiment qu'il a toujours l'espoir, Donald Trump. Tiens, j'ai quelque chose à vous faire écouter parce que du côté du Kremlin, on suit bien évidemment ce que dit Donald Trump. Alors là... on ne remet pas en cause les frappes, bien évidemment, ce serait trop beau et trop facile, mais on sent qu'on est peut-être allé un peu trop loin, donc on essaye de retendre la main à la Maison-Blanche. Écoutons. Nous sommes vraiment reconnaissants aux Américains et au président Trump pour leur aide dans l'organisation du lancement de ce processus de négociation. Bien sûr, le début des négociations est un moment très important, qui est évidemment lié à la charge émotionnelle de chacun et à des réactions émotionnelles. Nous surveillons de près toutes les réactions. Dans le même temps, le président Poutine prend les décisions nécessaires pour garantir la sécurité de notre pays.
Donc, si je traduis bien le russe, Poutine devenu fou, c'est une surcharge émotionnelle de Donald Trump, on est d'accord, et tirer 900 missiles et drones en quelques jours sur l'Ukraine, ça fait partie des négociations, on est bien d'accord ? Vous avez tout résumé. Bon. Parfaitement. Merci. Rien ne change. Mais effectivement, on sent quand même qu'il y a un petit embarras du côté de Moscou de ne pas faire non plus de déclarations tonitruantes pouvant humilier d'autant plus Donald Trump, parce que la réélection et le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump rimaient avec une chose quasiment inespérée pour le Kremlin, c'est l'opportunité historique pour la Fédération de Russie de détacher peut-être définitivement les États-Unis à la fois de l'Ukraine, mais aussi de l'Europe. Donc, il n'y a qu'une chose que les Russes ont à faire en réalité, c'est de faire traîner ce conflit sans aller trop loin et de ne pas braquer Donald Trump. C'est ça, ils sont sur ce fil-là. Et mais les frappes, le pourquoi des frappes ? C'est un véritable jeu de massacre depuis 72 heures. Donc, et c'est ça parce que vous avez un président américain, souvent on le dit, on le répète, qui surréagit à l'actualité par les images. Et il le dit, Donald Trump, il a vu ces images, ces bombardements. Et donc ça, il ne peut pas passer à côté. Oui, mais il réagit, mais pour l'instant, c'est dans les mots, oui, c'est de la déclaration. Et si on revient sur les sanctions, la meilleure expression de l'opinion publique américaine des derniers mois, c'est la réélection de Donald Trump. C'est ça la meilleure expression. Si les Américains étaient si pro-ukrainiens en faveur de l'armement de l'Ukraine, en faveur de plus de sanctions vis-à-vis de la Fédération de Russie... Les sondages, les derniers sondages sérieux aux États-Unis, je suis désolée, l'opinion, elle n'est pas anti-Trump, c'est pas ce que je dis. Elle est pour que l'administration Trump arme l'Ukraine. Il y a un distinguo subtil, c'est pas exactement la même chose. Mais l'électorat... Ils sont anti-woke, ils veulent continuer quelque part à soutenir certaines choses qui nous paraissent, nous, comme des régressions de liberté sur les universités, etc. Mais sur le dossier ukrainien, il y a une majorité d'Américains qui sont pour renforcer l'armement de l'Ukraine. Et ça, c'est sondage après sondage. Après, un sondage reste un sondage, j'entends bien, mais enfin, c'est quand même les éléments tangibles. Vous avez vu ce que fait Donald Trump des sondages quand ils ne lui sont pas favorables. Il dit qu'ils ont été chanstiqués et bidonnés. Revenons sur le fond du dossier. Je voudrais qu'on écoute le président Emmanuel Macron, qui était à Hanoï, qui a eu ce matin, c'est ce qu'il a dit, le président américain. Ils ont longuement discuté de ce mot. D'ailleurs, Emmanuel Macron dit partager l'idée générale du président américain sur un Vladimir Poutine qui serait devenu fou. Et puis, il pense également, Emmanuel Macron, que Donald Trump a peut-être tout simplement ouvert les yeux sur le chef du Kremlin. Mais il y a quelque chose qui est intéressant. Et là, bien souvent, on en a parlé sur ce plateau, il n'y a rien plus que les mots, il y a les actes. Et les actes passent par des sanctions groupées entre les États-Unis et l'Europe. Écoutons le président français. Nous avons vu ces dernières heures, une fois encore, s'exprimer la colère de Donald Trump et une forme d'impatience. Je souhaite simplement maintenant qu'elle se traduise en actes. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, le président Trump a déploré, a condamné des frappes. Là, je souhaite que cette indignation qu'il a exprimée, que nous partageons, elle se traduise dans une capacité des États-Unis d'Amérique avec les Européens à menacer d'un paquet de sanctions totalement différents et beaucoup plus massifs qui permettent de dissuader la Russie et enfin d'arrêter le conflit. Bon, ben voilà qui est clair. Ça, ce sera une avancée pour vous. Objectivement, tout à fait. Bon, mais je dirais autre chose aussi, c'est que les Européens sont encore au stade d'attendre que les Américains se mettent en ordre de bataille pour mettre des sanctions, puisque finalement, on attend que les Américains pour que ça soit efficace. Là, à la date d'aujourd'hui, avec ce que dit le président de la République, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a aucune influence réelle sur la prise de décision de Trump pour avoir des sanctions, ou en mettre ou ne pas en mettre. Maintenant, il est évident que sans les Américains, la guerre en Ukraine ne s'arrêtera pas comme cela. Et ça veut dire que je dis à chaque fois, c'est que si les Américains ne s'en mêlent pas, ce sont les Européens qui devront s'en mêler. Et maintenant, comment vont-ils s'en mêler ? Je pense qu'ils pourraient peut-être même s'en mêler, la pinceau d'ailleurs, plutôt que de s'en mêler tout court. Donc là, ils auront peut-être un problème. Là, on n'a pas la puissance.
On n'a pas la puissance. Mais même dans les sanctions, à vous entendre, qu'on n'a Mais pas même la dans les puissance. sanctions, évidemment, parce que les sanctions qui sont préparées par le Sénat américain, et pour revenir sur les sondages de tout à l'heure, sont 80 sénateurs sur 100. Donc là, on a un sondage grandeur nature, hein, c'est 80% des sénateurs qui demandent à ce qu'il y ait des sanctions extrêmement fortes contre la Russie, 500% de droits de douane. Alors, c'est pas directement contre la Russie, en fait, c'est ce qu'on appelle des sanctions secondaires. C'est-à-dire qu'elles s'appliqueraient aux pays qui achèteraient notamment, puisque c'est l'essentiel de ce qu'ils exportent, du gaz ou du pétrole aux États-Unis. On Ce sait serait très beaucoup bien plus que efficace, la Chine d'ailleurs. en profite, on sait très bien que l'Inde en profite, on sait très bien que la Turquie en profite, et il y en a beaucoup d'autres. Et qui en prime, dans certains aspects, arrivent à blanchir France et ce l'Europe. gaz ou ce Merci, pétrole Arthur. et à nous le revendre, au-delà Allez même plus de ce loin. que nous on apporte de manière légale. Donc là, effectivement, Les dizaines de milliards qu'on donne à la Russie chaque année. c'est extrêmement efficace. Il n'y a que les États-Unis, là je rejoins tout à fait le général, qui peuvent le faire de manière efficace. Et là, on irait très très loin dans l'affaiblissement de la Russie. Est-ce que la décision va être prise? Pour le moment, le texte est sur la table. Le texte peut être approuvé par Trump. On verra s'il le sera. Petite réaction quand même à ce que dit le président français. Alors, c'est à la fois bien et à la fois consternant. On n'a pas les moyens, nous, Européens, pourtant à l'échelle de l'Europe, mais cette association avec les Américains, ça pourrait être ce qui ferait Une partie de la plier solution. une partie de la solution. Bien sûr. En Europe, il y a une marge de manœuvre quand même. D'ailleurs, Il y a un 18e paquet qui va être préparé. Hein. j'allais 18 dire ça. déjà. Voilà, 18 Oui, mais est-ce que déjà. c'est pas arrêtons avec les paquets vœux d'impuissance. En fait, 16, 17, 18, ce que et disent les ça Ukrainiens, fonctionne toujours bien. Évidemment, mais ça pèse toujours sur l'économie russe. L'économie russe, aujourd'hui, elle n'est pas dans sa meilleure santé. Hein. L'essentiel de l'économie est tourné vers la production d'armes de guerre ou de munitions. Le seul aspect de l'économie qui s'en sort aujourd'hui, c'est encore l'énergie dans des conditions difficiles. sanctions, paquets et aider militairement l'Ukraine. Oui. Il y a ça aussi dans Il y a les deux volets. une forme Arthur, de je vous sens un sanctions peu et avec consterné. du résultat concret. Maintenant, oui, ça serait mieux que ce soit coordonné avec les États-Unis pour plus d'impact et une rapidité, parce que le sujet, c'est quand même combien de temps on perd dans ces petits paquets de sanctions. Il en faudrait peut-être un plus spectaculaire au niveau européen tout d'un coup. Oui, c'est ça, c'est combien de temps on perd. J'ai l'impression qu'avec cette volonté européenne de coordination de sanctions avec les États-Unis, on est sur le même temps perdu que les mois où les Européens se sont concentrés sur la création d'une coalition des volontaires pour, pourquoi pas, envoyer des troupes européennes en Ukraine en cas d'arrêt des combats ou d'accord de paix. Où en est-on aujourd'hui ? Est-ce que les Européens n'auraient pas mieux fait, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, de se poser la question collectivement, de savoir, en cas de retrait des États-Unis du continent européen et de la guerre d'Ukraine, comment les Européens pouvaient assumer deux fardeaux, c'est-à-dire la défense de l'Ukraine, afin qu'elle ne perde pas son territoire, Et la nôtre. et la nôtre. Et comment allons-nous nous défendre face aux volontés prédatrices de la Fédération de Russie dans les années à venir? Et ça, pour l'instant, les Européens ne se posent pas suffisamment cette question, et en tout cas ont des perceptions bien différentes de la situation. Voilà le point.